Merci, à toi Jean-Noël et à toute l'équipe, du CPA de m'avoir invité pour, faire cette présentation sur la zone, Asie-Pacifique, hein. On va se concentrer vraiment sur la partie Asie-Pacifique. Je ne vais pas tellement vous parler du sous-continent indien. Alors quelques mots d'introduction sur, mon profil. Pourquoi est-ce que c'est moi qui viens vous parler de ça? Heu, j'ai travaillé pendant 15 ans en Asie. J'ai travaillé, pour l'essentiel à Hong Kong, à Singapour et au Japon. Je parle le japonais. Donc j'ai passé, pas mal de temps, investi dans l'apprentissage au moins d'une des langues de la région, pas les apprendre toutes, mais il y en a au moins une, qui est à peu près maîtrisée. J'ai travaillé, au départ pour le consulat de France de Hong Kong dans la partie, conseil économique. Donc j'étais, junior économiste, macroéconomiste. Je suis de la génération où le service militaire était obligatoire pour les hommes et on nous donnait le choix à l'époque, soit 1 an dans l'armée, soit 16 mois en opération. Vu mes études, l'armée avait pas vraiment besoin de moi. On va Je vais plutôt, être, économiste en Asie. Donc, j'ai commencé ma carrière là-bas en 99, qu'avant l'euro. Heu, les métiers, mon travail était vraiment d'analyser les mutations des flux commerciaux dans la région Asie-Pacifique, qui commençaient déjà à changer sérieusement. On était à 2 ans de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, donc on préparait déjà cette grande révolution qu'allait être, l'adhésion de la Chine à l'OMC. Je travaillais également particulièrement sur l'évolution des sphères financières, la bourse de Hong Kong, la bourse de Shanghai, la bourse de Tokyo et cetera. Comprendre un petit peu comment les rapports de force financiers se structuraient, puisqu'on avait une 2 missions, à la mission économique, au consulat de France. À la fois de nourrir les entreprises françaises en information économique, mais aussi de nourrir le ministère des Finances, Bercy, en grille de lecture sur l'évolution des rapports de force économiques. Et puis le classique, on vous envoie, 16 mois et vous restez 15 ans. Je suis parti dans le privé après, n'ayant pas l'intention de quitter Hong Kong. Donc je suis resté à Hong Kong et j'ai rejoint le cabinet KPMG, où j'ai travaillé plus particulièrement comme analyste financier sur les banques chinoises. Donc là, on est au début des années 2000. C'est l'époque où les banques chinoises, d'abord, connaissent une des grandes crises bancaires, une des premières grandes crises bancaires du XXIe siècle en Chine, ce qu'on appelle la crise des prêts non performants. Donc KPMG faisait un gros travail d'audit et d'analyse de risque de crédit sur les banques chinoises. Et c'est aussi l'époque où on commence à voir des banques commerciales, donc pas des banques d'État, qui cherchent à se lister sur la bourse de Shanghai, et des clients de KPMG, grandes banques internationales que je nommerai pas, qui veulent prendre des participations. Donc là aussi, un travail, de due diligence, analyse de risque de crédit et cetera. Je suis ensuite parti à Singapour où j'ai travaillé en banque, d'abord pour une banque australienne. Hem, je pense que je dois être le seul Français à travailler pour une banque australienne dans la région. Et on a été racheté au bout d'un an par une banque britannique, la banque Schroders. Et là, j'ai travaillé dans la partie banque privée, gestion de fortune, où j'étais gérant de portefeuille pour des clients fortunés de toute la région ASEAN, donc essentiellement des clients, de Malaisie, d'Indonésie, singapouriens, mais aussi ce qu'on appelle les non-resident Indians, donc les Indiens non résidents fiscalement, en Inde. Et j'ai fait de la gestion d'actifs, des gestions multi-actifs, actions, obligations, matières premières, devises, hedge funds, et cetera. Et là, on était à peu près à la période, on était avant, pendant et après la grande crise financière de 2008-2009, la crise des subprimes. Une période, particulièrement intéressante pour gérer des actifs. Et passé la crise, je suis retourné à Hong Kong, puis après je suis parti au Japon. Et là, j'ai créé ma propre structure où j'ai fait d'abord du conseil en investissement private equity, et de plus en plus, j'ai commencé à rentrer dans l'intelligence économique. Et au retour en France, je me suis formé à l'intelligence économique à l'école de guerre économique à Paris, où j'enseigne aujourd'hui. Je donne un cours sur l'approche géoéconomique de l'Asie, un petit peu, une version beaucoup plus longue de ce que où je suis ce soir. Alors ce que je fais aujourd'hui, j'ai 3 casquettes. Ma casquette principale, c'est que je suis associé gérant d'une structure qui s'appelle Allegan Partners. Nous sommes basés à Dubaï, donc la base est Dubaï. Mon associé est à Istanbul et nous avons aussi un bureau en Suisse, à Lucerne. Et notre travail principal, c'est de conseiller les entreprises multinationales et aussi des fonds d'investissement, des family office, sur le risque géoéconomique. Donc comment l'environnement géoéconomique mondial affecte des entreprises industrielles dans leurs opérations
mais aussi dans leur supply chain et des investisseurs institutionnels dans leur stratégie d'investissement. Heu, on fait également un deuxième service qui est lié à celui-là, qui est du conseil en accès au marché. Donc on aide des entreprises ou des conglomérats à accéder à certains nouveaux marchés en faisant toujours ce travail essentiellement d'analyse des risques géoéconomiques avec les méthodologies de l'intelligence économique et on fait du conseil en investissement dans des startups technologiques, toujours avec la grille de lecture géopolitique. C'est vraiment la spécificité de ce qu'on fait, toujours avec cette grille de lecture risque géopolitique. Donc ça, c'est ma 1re, casquette. Ma deuxième casquette, c'est le site que vous voyez ici, Asia Power Watch, que j'ai créé il y a à peu près 6 ans et demi, qui est un observatoire. C'est un observatoire ouvert, hein, rien n'est monétisé, tout est en accès libre. C'est un observatoire où une quarantaine de collaborateurs, de contributeurs et moi-même analysons la manière dont la puissance économique s'exprime dans la région Indo-Pacifique et dont elle se projette en dehors de la région Indo-Pacifique. Donc notre idée, c'est d'analyser comment ces nations, mais aussi des agents économiques privés, leurs entreprises, pratiquent la guerre économique chez eux et dans le reste du monde. On a travaillé par exemple beaucoup pendant la crise du Covid sur la façon dont Chinois, Japonais, Indiens s'affrontaient en Amérique latine dans la stratégie, diplomatie des vaccins, etc. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes particulièrement intéressés par la région Indo-Pacifique, je vous invite à consulter asiapowerwatch.com. Tout est en accès libre, encore une fois, pour l'essentiel en anglais. Mais vous y aurez beaucoup de grilles de lecture sur, la guerre économique et ma troisième casquette, c'est que j'enseigne. Je suis professeur invité dans différents établissements. J'enseigne donc à l'École de guerre économique à Paris, sur l'Asie-Pacifique. J'enseigne également l'intelligence économique à l'ESCP à Paris et j'enseigne à l'université Galatasaray à Istanbul et à l'université Mohammed VI Polytechnique à Rabat, au Maroc, où là, je donne des cours donc à la fois de géoéconomie et d'intelligence économique. Voilà un peu les raisons pour lesquelles, Jean-Noël, m'a invité. Alors, on va parler donc de la région, Asie-Pacifique sous l'angle essentiellement géoéconomique. Vous comprenez, ce qui m'intéresse moi, c'est pas tellement la géopolitique, au sens pur, c'est ce que ça veut dire pour l'économie, ce que ça veut dire pour les entreprises. J'ai pas de background militaire, je suis pas un spécialiste des questions de sécurité, mais je cherche à comprendre ce que les questions de sécurité posent comme défi aux entreprises, leur supply chain, leurs process, leurs implantations, et cetera, et cetera. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on va regarder, aujourd'hui. C'est quand même logique. Ouais. On va commencer par faire un état des lieux des tensions géostratégiques. C'est important. Vous allez bientôt aller en mission, en Asie du Sud-Est, donc vous allez visiter 4 pays si je ne me trompe pas. C'est important de savoir où est-ce que vous allez arriver. Peut-être certains d'entre vous, ce sera la première fois que vous allez dans ces régions-là. Vous allez arriver dans une région qui est traversée de tensions géostratégiques très profondes et à des niveaux d'intensité très élevés. Et on va passer en revue la typologie de ces tensions géostratégiques. C'est important à comprendre parce que c'est tout le background géostratégique de ces pays-là, de leur système économique. Ça explique, vous le verrez dans de très nombreux cas, la nature des relations économiques que ces pays ont entre eux et qu'ils ont en particulier vis-à-vis du Japon et vis-à-vis de la Chine, qui sont les 2 grandes puissances de la région. Donc c'est important de comprendre dans quelle région vous êtes. La première, donc, attends, faut que je noter ça, c'est plus au bandeau là. Je viens d'essayer, mais c'est pas garanti, non? Oh, non. Ah, ouais, le premier point contentieux, c'est un contentieux historique. Vous verrez que beaucoup de contentieux dans la région datent de la Seconde Guerre mondiale. L'Asie n'a pas fait le travail de pardon et de réconciliation qu'a fait l'Europe. En Europe, on a eu le chancelier allemand qui s'est mis à genoux devant le monument à la Shoah. Rien de tel en Asie. Ce qui ne veut pas dire que les Japonais n'ont jamais demandé pardon, mais ils l'ont demandé à la japonaise et ça se fait pas à genoux, en pleurs, au pied d'un monument. Donc vous verrez que beaucoup des contentieux sont des contentieux historiques qui remontent à la Seconde Guerre mondiale. Le premier grand contentieux, et on va le prendre un peu comme des matchs, hein, c'est Chine contre Japon au sujet du massacre de Nankin. 1938, le Japon bombarde la ville de Nankin, qui est une très grande ville qui se trouvait un peu derrière Shanghai, et envahit, occupe la ville militairement et il commet des massacres de civils abominables. Et là, on a une guerre macabre des chiffres et c'est aujourd'hui le sujet du contentieux.
Combien de Chinois avez-vous tué pendant la prise de Nanking? Des académiciens japonais disent maximum 50 000. Les universitaires chinois disent non, on est plus proche des 120 ou des 150 000. Euh, je vous le fais à 80. Donc on a ce contentieux-là sur les chiffres. Combien de civils avez-vous tué? Et les deux gouvernements, encore aujourd'hui en 2025, ne s'accordent pas sur le décompte des morts. Et c'est aujourd'hui un des points, une des pierres d'achoppement dans les relations bilatérales Chine-Japon. Dès qu'un papier académique sort au Japon avec un chiffre, il est contesté en Chine. Dès qu'un papier académique sort avec un chiffre en Chine, il est contesté au Japon. Ça peut nous paraître, à nous, Européens, qui avons fait ce travail de réconciliation, de pardon, et tourne la page et on avance, euh, assez irréel. Ils n'ont pas fait ce travail-là. On pourra discuter pourquoi. Il n'y a pas de matrice chrétienne en Asie. Elle est quasiment inexistante, même s'il y a des communautés chrétiennes, mais elle est quasiment inexistante. Il n'y a pas de concept de pardon. Dans les traditions religieuses qu'on a en Asie, que ce soit le bouddhisme ou le shintoïsme, ou même d'autres philosophies, confucianisme, taoïsme, etc., il n'y a absolument pas la notion de pardon. C'est pas du tout important. L'autre contentieux, qui date de la Seconde Guerre mondiale également, là, ce coup-ci, c'est entre Corée du Sud et Japon. Je dis Corée du Sud parce que les Nord-Coréens, eux, veulent anéantir le Japon, tout simplement. Donc pour les Nord-Coréens, c'est toujours beaucoup plus simple. Avec la Corée du Sud, ça, on reste un peu plus dans le détail. Donc là, il y a un contentieux au sujet de ce qu'on appelle les femmes de confort. Alors, qu'est-ce que c'est que les femmes de confort? Il y a deux narratifs qui s'opposent, et je vais vous donner les deux, et vous en penserez ce que vous voulez. Moi, je refuse de me positionner là-dessus, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un historien sur cette question. Pour les Japonais, les femmes de confort sont des prostituées coréennes qui ont été embauchées par l'armée impériale japonaise au service des soldats. Pour les Coréens, les femmes de confort sont des femmes coréennes forcées à se prostituer par l'armée japonaise. C'est pas pareil. Dans un cas, c'est des prostituées qui ont été employées, dans notre cas, c'est des femmes qui ont été forcées à se prostituer. Un certain nombre de ces femmes sont toujours vivantes aujourd'hui, sont des vieilles dames. Un accord avait été signé entre deux gouvernements précédents, sud-coréens et japonais, qui visait à solder ce contentieux historique. Les Japonais devaient payer des compensations qui se montaient en plusieurs millions de dollars, qui devaient être versés par le gouvernement japonais à des ONG sud-coréennes, qui devaient distribuer cet argent à ces femmes de confort qui vivent encore. L'argent n'a jamais été reçu par ces femmes. Les Japonais disent nous on a payé, les Coréens disent nous on n'a pas reçu. Au qu'il y ou là. Un gouvernement sud-coréen a changé. La présidente de l'époque avait signé cet accord, a fini en prison pour corruption. Le président suivant a dit moi cet accord je ne le reconnais pas. Vous avez une dette morale, ça ne se solde pas avec de l'argent. Donc je remets en question cet accord historique. Les Japonais disent vous ne pouvez pas remettre en question tous les accords dès qu'il y a un changement de gouvernement. Donc qu'ont fait les Sud-Coréens? Ils ont dit comme on n'a pas reçu l'argent, nous Sud-Coréens, on va se payer en nationalisant des actifs industriels japonais en Corée du Sud. Et un tribunal de Séoul a jugé qu'il était légal de nationaliser 3 actifs industriels qui appartiennent à Mitsubishi Heavy, entreprise japonaise qui fait notamment de la construction navale, qui a été une entreprise qui a énormément employé de travailleurs forcés en Corée pendant la Seconde Guerre mondiale. On nationalise, on vend les actifs, et on les vend à qui? Au principal concurrent Mitsubishi Heavy. Donc les Japonais disent non, en fait, ce que vous faites là, c'est de la guerre économique. Vous contribuez à affaiblir un concurrent industriel 80 ans après la Seconde Guerre mondiale en utilisant un contentieux historique. Et vous accélérez la consolidation de votre secteur construction navale sur notre dos. Donc nous, Japonais, on n'est plus d'accord. On prend des mesures de rétorsion et les Japonais ont mis en place une mesure de contrôle des exportations sur des composants absolument indispensables à la production de semi-conducteurs par Samsung, SK Hynix et LG, les trois grands champions sud-coréens des semi-conducteurs. Et ces 3 composants sont produits quasiment exclusivement par les entreprises japonaises. Donc, contrôle d'exportation, 9 mois de procédure avant d'avoir le droit d'exporter vers la Corée. Donc là, on a le cas d'une guerre commerciale, d'une guerre économique, menée par 2 pays qui ont un contentieux historique et qui utilisent ce contentieux historique pour justifier une guerre économique qui n'a aucun rapport. Cette guerre a eu lieu au début de la guerre
sino-américaine lancée par Donald Trump dans sa première administration. On a eu une mini-guerre commerciale dans la grande guerre commerciale. On a ensuite un autre contentieux historique, qui prend toujours sa source dans la Seconde Guerre mondiale, qui oppose le Japon, cette fois-ci, à la Chine et la Corée, au sujet des visites officielles au temple de Yasukuni. Donc la photo que vous voyez là, au centre, c'est un ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a été le Premier ministre qui est resté au pouvoir le plus longtemps après la Seconde Guerre mondiale, qui a été assassiné, perd son âme, il y a à peu près 2 ans. Alors qu'il n'était plus Premier ministre, il s'est fait tirer 2 balles dans le dos par quelqu'un qui avait des griefs vis-à-vis des soutiens de son parti politique à un groupe religieux. Donc vous voyez Shinzo Abe avec son garde du corps à sa droite et le grand prêtre devant du temple de Yasukuni. Au Japon, il y a 2 religions qui sont pratiquées de concert par les Japonais. Les Japonais sont à la fois bouddhistes pour tout ce qui a trait à la mort et shintoïste, qui est une religion autochtone au Japon, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, qui est un animisme et qui est pratiqué pour tout ce qui a trait à la vie quotidienne. Le shintoïsme vous dit qu'il y a un esprit dans le vent, dans les rivières, dans nos pierres, dans les arbres, mais y compris, j'en ai parlé avec certains d'entre vous pendant la pause, euh, quand on décommissionne des robots dans une usine au Japon, on fait souvent venir un prêtre shintoïste pour demander au robot d'accepter d'être décommissionné, le remercier pour le travail qu'il a fait au service des humains, et on fait une cérémonie pour amener des nouveaux robots de dernière génération et leur demander de faire du bon travail. Pourquoi? Parce que ces robots sont fabriqués avec du métal. Tout ça, c'est des minerais qui viennent de la Terre, donc c'est animé. Le temple de Yasukuni, qui est le grand temple shinto qui se trouve juste au-dessus du palais impérial à Tokyo, on y vénère les âmes des millions de soldats japonais morts au nom de l'empereur pendant la guerre russo-japonaise de la fin du début du XXe siècle, à l'époque où la Russie est encore tsariste. Le Japon bat la Russie tsariste en Extrême-Orient et devient une puissance militaire au même titre que les puissances européennes. Les Japonais morts au nom de l'empereur pendant la Première Guerre mondiale, il y en a eu, même si les Japonais ne sont pas battus dans les tranchées à Verdun ou dans la Somme, mais les Japonais étaient du côté des Français et des Britanniques et des Américains contre les Allemands, et ont profité quand même pour couler quelques bateaux allemands dans le Pacifique, donc il y a eu quand même quelques victimes japonaises, et surtout les millions de morts au nom de l'empereur pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le shintoïsme, on ne fait pas le tri entre ceux qui sont morts honorablement et ceux qui sont morts de manière déshonorable. On ne fait pas le tri entre les millions d'âmes des morts classiques et les âmes des 10 officiers japonais qui ont été jugés par les Américains au tribunal de Tokyo comme criminels de guerre et qui ont été pendus. Ces 10 âmes-là sont aussi vénérées. Donc forcément, les Chinois et les Coréens disent vous vénérez les âmes de criminels de guerre, donc vous pratiquez le révisionnisme. Donc ça veut dire que vous niez les massacres commis par l'armée impériale. Les Japonais rétorquent non, les excuses ont été faites. Nous prions pour les âmes de tous ceux qui sont morts au nom de l'empereur, sans distinction de mort honorablement. Et d'ailleurs, c'est les Américains, les vainqueurs, qui ont décidé que ces 10 hommes-là étaient criminels de guerre. Justice du vainqueur. Je ne vais pas rentrer non plus dans ce débat-là, mais c'est un faux choc des cultures, puisque les Chinois et les Coréens savent très bien que les Japonais ne font pas ce distinguo, et ils s'arc-boutent sur la nécessité de faire ce distinguo, ce que les Japonais refusent de faire. Et là, on est dans un cas classique. Plus tu demandes, moins je donne. Moi, j'ai compté les excuses officielles. Quand les Chinois et les Coréens disent les Japonais n'ont pas demandé pardon. J'en ai eu marre de compter. J'ai arrêté de compter dans les milieux des années 90. J'avais compté 28 excuses officielles de la part du Japon aux pays du reste de l'Asie pour les destructions, les violences commises par l'armée impériale japonaise. Et quand j'entends excuse officielle, c'est pas pardon murmuré dans l'oreille dans un entre-deux salles, c'est l'empereur ou le premier ministre japonais ou un ministre d'État officiellement dans une conférence, dans un dîner officiel avec présence de médias qui présentent des excuses. J'en avais compté 28 entre 1945 et 1995, j'ai arrêté de compter. Donc les excuses ont été faites de très nombreuses reprises. Des milliards de dollars ont été payés par le Japon en réparation pour les destructions, énormément de pays d'Asie. Mais Chinois et Coréens utilisent encore ça
et s'arc-boutent sur ce principe-là. Donc c'est encore quelque chose. Alors là, c'est très intéressant parce que les visites au temple de Yasukuni par le Premier ministre, des ministres d'État et des parlementaires japonais, ces visites sont annoncées à l'avance. Donc vous pouvez, si vous suivez un peu les médias japonais, déjà anticiper la prochaine crise diplomatique entre le Japon et la Chine, le Japon et la Corée, puisque la visite est annoncée à l'avance. Donc on sait que dans un mois, ça recommence. Appel au boycott, manifestations anti-japonaises, on brise des vitrines, les chiffres de vente de Toyota ce mois-ci, ça va pas être terrible en Chine, et cetera, et cetera. Vous pouvez le voir là. Alors les communistes japonais ont essayé de contourner le truc en disant: «Quand je vais signer le livre d'or au temple Yasukuni, je vais signer en tant que simple citoyen». Oui, mais les Chinois disent: «Non, Shinzo Abe, tu pas simple citoyen, tu es Premier ministre». Donc c'est pas parce que tu pas marqué Shinzo Abe Premier ministre, tu as juste marqué Shinzo Abe, que tu es juste un simple citoyen. Tu es un Premier ministre qui vient, heu, prier pour les âmes de millions d'hommes, dont 10 criminels de guerre pendus par les Américains. Voilà, au moins. Et ensuite des contentieux territoriaux. Celui-là vient également de la Seconde Guerre mondiale. Un contentieux entre le Japon et la Russie au sujet des îles Kouriles. Donc là, on est tout au nord, hein. Vous avez en bas à droite, on a dézoomé la carte. Vous voyez, donc on est tout au bout de la presqu'île du Kamtchatka, donc en Sibérie, face à l'île de Sakhaline, en mer d'Okhotsk. Cet archipel d'îles, les îles Kouriles, n'a jamais été peuplé par les Japonais. Mais il était le théâtre de campagnes de pêche par les pêcheurs japonais basés sur l'île d'Hokkaido, donc qui est la grande île septentrionale du Japon, où il fait très froid, on est face à Vladivostok. Et depuis à peu près 2 siècles que les Japonais ont colonisé l'île d'Hokkaido, des pêcheurs basés à Hokkaido faisaient des campagnes de pêche au printemps et à l'été. Mais sans s'installer dans les îles Kuriles de manière permanente. Ils n'ont pas vraiment construit de village ou de ville. Ils venaient, ils pêchaient, quelques cabanons pour s'abriter s'il y avait une tempête. Et à quand on repart, donc on y va pour les sources, pour les ressources halieutiques. Seconde Guerre mondiale, les Américains lâchent 2 bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. L'armée impériale japonaise est défaite. Staline, qui a déjà battu les Allemands sur le front occidental, se dit: Il faut quand même que j'aille voir un petit peu ce qui se passe en Extrême-Orient, parce que les Américains sont en train de battre les Japonais. Je ne voudrais pas que les Américains en profitent pour prendre des territoires en Sibérie ou juste à côté». Donc rapidement, Staline fait envoyer une partie de l'armée rouge sur le front d'Extrême-Orient pour montrer qu'il est présent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait occuper par l'armée rouge les îles Kouriles. Et là, c'est plus la même. C'est pas des campagnes de pêche, on colonise. On envoie des populations russes s'installer. On crée des petites villes et vous avez aujourd'hui des Russes qui sont nés dans les îles Kouriles depuis 2 voire 3 générations. Donc les Russes disent: «C'est à nous». Sur le principe de qui organise, possède. C'est à nous parce que c'est nous qui l'organisons. Hein, le même argument que, l'Israël, rétorque aux Palestiniens ou aux Égyptiens: «Oui, mais le Negev, c'est nous qui avons organisé. C'est nous qui faisons pousser les choses dans le désert». Donc comme on organise, on a une justification plus importante de posséder que vous. Là, c'est le même principe, c'est nous qui avons organisé. Les Japonais, vous n'avez jamais rien organisé. Vous veniez pêcher 3 cabanons et vous repartiez dès qu'il y avait 3 flocons de neige qui tombaient. Nous, ça fait 3 générations qu'on y est. On avait depuis la fin de l'Union soviétique, une avancée assez intéressante des négociations entre gouvernement japonais et gouvernement russe, de Poutine, puis de Medvedev et de nouveau Poutine, pour solder ce contentieux territorial. On se dirigeait vers une solution, soyons d'accord. Pourquoi on se dispute ça? Parce qu'il y a des ressources halieutiques en mer d'Okhotsk et parce qu'on commence à trouver les gisements également d'hydrocarbures possédant potentiellement de gaz. Donc, faisons de l'exploitation conjointe. Une jeune Welcher nippo-russe, des campagnes de pêche, tiens, toi tu pêches là, moi je pêche là. Mais seulement en 2022, il y a un truc qui arrive, ce qui s'appelle la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine commence en 2022. Les sanctions contre la Russie sont prises par les États-Unis de Biden et par l'Union européenne. Et les Japonais, pour plaire aux Américains, prennent à leur compte les sanctions contre la Russie. D'ailleurs, Poutine ne veut plus trop discuter maintenant d'un règlement du contentieux territorial. Je vais dire: «Ah d'accord, donc il y a aussi sanctions japonaises contre la Russie». Donc Japan Airlines ou Nippon Airways, on est d'accord, hein, survolez plus la Russie. Moi, j'étais au Japon en janvier.
Paris-Tokyo, c'est 14 heures. Il faut contourner la Russie, le Kazakhstan et la Chine, et au retour, il faut passer par l'Alaska et le Groenland. C'est 14 heures. Les compagnies japonaises n'ont plus le droit de survoler la Russie, et on met fin à toute négociation. En fait, vous savez quoi? Les Kourils, c'est russe. Point à la ligne. C'est pour ça que je dis que c'est le cimetière des escadrons. Là, pour les 20 prochaines années, on peut oublier toute négociation de développement conjoint entre le Japon et la Russie de ces îles. On va partir plus au sud du Japon. Là, on est au nord du Japon. On va partir au sud. Donc, Hokkaido, c'est caché derrière la fenêtre blanche. Là, on part au sud. Donc là, on est dans le Japon tropical. C'est la préfecture d'Okinawa. C'est un archipel d'îles qui s'étend des principales îles japonaises jusqu'à Taïwan. Taïwan qui est l'île qui est tout en bas ici. Et au large d'Okinawa, vous avez, dans cette zone en orange, vous avez, alors là, ce n'est pas des îles, c'est des rochers qui affleurent de l'eau, qu'on appelle en japonais les îles Senkaku et en chinois les îles Diaoyu. Chaque pays donne le nom différent à ces îles. Ces îles appartenaient à un homme d'affaires japonais qui les a achetées de manière un peu douteuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, comme souvent, les points mauves, on a trouvé des dépôts d'hydrocarbures. Il n'y a pas que de la dorade et du mérou. Il y a aussi potentiellement du gaz et du pétrole. En vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS, tout ce qui est à 200 000 nautiques de vos côtes, c'est votre zone économique exclusive. Ça ne veut pas dire que c'est vos eaux territoriales. C'est votre zone économique exclusive. C'est vous qui avez l'exclusivité de l'exploitation des ressources. Si quelqu'un d'autre veut venir pêcher dans ces 200 000 nautiques, il faut demander l'autorisation. Ce qui fait que la France, en vertu de la Polynésie française, a la 4e zone économique exclusive maritime au monde, grâce à la Polynésie qui est grand comme l'or, que les Chinois viennent piller parce qu'on a 4 bateaux pour faire la police dans un territoire grand comme l'Europe. Les Chinois viennent quand même pêcher sans demander l'autorisation. On n'a pas de chance. Les zones économiques exclusives de 100 000 nautiques du Japon et de Chine se chevauchent à cet endroit-là. C'est la zone en orange. Donc il va falloir partager. Les Japonais, assez pragmatiques, et jusqu'à quelques années étant encore assez peu confrontationnels, ont proposé, comme avec les Russes, joint venture. On est d'accord, on veut tous ces îles-là parce qu'il y a potentiellement du gaz et du pétrole. Et si on faisait une JV, entreprise pétrolière japonaise, entreprise pétrolière chinoise, 50-50, on exploite ensemble. Ouais, mais les Chinois, au XXIe siècle, c'est plus la Chine des années 50. Les Chinois, c'est quand il y en a pour deux, il y en a pour moi. On peut dire non? Je dis non. Pourquoi je dirais oui? Je dois accepter la JV? Non? J'expliquais à Jean-Noël pendant la pause, la Chine met à l'eau chaque année. Elle met à l'eau, en tonnage de bâtiments militaires, l'équivalent de la Royal Navy britannique chaque année. Chaque année. Une nouvelle Royal Navy britannique chaque année, avec un drapeau chinois. Mais pas besoin de dire oui à les chiffres. Pourquoi il faudrait que je partage? Quand les Japonais mettent un bateau des gardes-côtes, nous, on peut mettre 30 bateaux de garde-côtes en face. Pourquoi il faudrait que je partage? Je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube du défilé militaire qui a eu lieu à Pékin il y a quelques jours pour les 80 ans de la défaite du Japon. Regardez cette vidéo. Xi Jinping a fait l'étalage de tout l'arsenal et comme c'est défilé militaire à Pékin, on ne peut pas mettre les bateaux. Donc il y avait juste l'armée de terre et l'armée de l'air. Il a fait l'étalage. On a découvert des missiles hypersoniques. On savait qu'ils existaient, on n'avait pas les photos. Là, on les a vus. On avait des drones, on savait qu'ils les avaient, on n'avait pas les photos. Là, il les a montrés. Donc, il n'y a pas besoin d'accepter aujourd'hui, en 2025, les JV. Pourquoi les JV? Les JV, c'est-à-dire que j'ai que 50. Non, j'ai dit que je voulais 100. J'ai dit 50, j'ai dit 100. Donc là, on a une vraie tension. Les Japonais, en réponse à l'absence de volonté de discussion des Chinois, ont nationalisé ces îles. Comment ils ont fait? L'homme d'affaires qui possédait ces îles, japonais, est décédé. La préfecture de Tokyo. La préfecture de Tokyo, c'est au niveau du N de Japan. Tokyo, c'est au niveau du 2e N de Japan.
C'est loin. La préfecture de Tokyo a acheté les îles aux ayants droit. Donc ces îles-là font partie de la préfecture de Tokyo. Pourquoi c'est intéressant? C'est domaine public, on peut envoyer les gardes-côtes. Donc vous avez aujourd'hui des face-à-face entre gardes-côtes japonais et gardes-côtes chinois. Vous avez les Chinois qui envoient régulièrement des flottes de pêcheurs avec des drapeaux nationalistes, avec des slogans nationaux, pêcher là, et en gros dire aux gardes-côtes japonais, allez-y attaquer. Ça va faire des belles images, un bateau militaire japonais qui coule des bateaux de pêche chinois. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ah, la Seconde Guerre mondiale. Et ils filment. On avait vu des vidéos de bateaux de pêche chinois en bois qui entrent en collision volontairement avec un garde-côte japonais en métal. Comme ça, le bateau de pêche chinois coule et ça fait une belle vidéo. Un bateau de guerre japonais, mais un bateau civil chinois. Les Japonais s'attaquent de nouveau aux civils chinois. Et on rappelle toutes les images de la Seconde Guerre mondiale. C'est un point très, très, très chaud. Et on est juste à côté de Taïwan, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pas une bonne idée d'avoir un point chaud militaire à côté de Taïwan, qui est déjà un point chaud militaire. On terminera par ça. On va aller encore un peu plus au sud de Taïwan. Donc là, Taïwan, vous voyez, c'est la petite île d'Angleterre, on voit juste. Et là, c'est toute la mer de Chine méridionale. Donc c'est là que vous allez aller dans quelques semaines. C'est toute la mer de Chine méridionale. Vous allez dans quelques semaines dans ce qui est vraisemblablement là où commencera la Troisième Guerre mondiale. Vous aurez l'avantage de dire, moi, je suis allé avant que ça commence. Ouais, c'est une habitude. C'est ma certitude. La Troisième Guerre mondiale, à mon sens, a déjà commencé. Elle se caractérise par 3 facteurs. Un qui est déjà totalement présent, un qui est en train de s'installer, et il manque le troisième. Le premier facteur, c'est une multiplication des conflits par proxy, des conflits par intermédiaire. On se fait la guerre, pas directement. On va se faire la guerre à travers monsieur ou à travers madame. Ça, on l'a déjà. La guerre en Ukraine, c'est une guerre par proxy entre les États-Unis et Russie. Israël, ce que fait Israël au Moyen-Orient, c'est un conflit par proxy également. Le Soudan, c'est un conflit par proxy. La Turquie s'affronte aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite. Au Soudan, on a une multiplication des guerres par proxy, on y est déjà. Donc ça, c'est le premier pilier de la Troisième Guerre mondiale. Le deuxième pilier, on est en train de le voir s'installer malheureusement, c'est le potentiel de guerre civile dans les pays post-industriels. En Europe, en Amérique du Nord, pas au Japon, mais en Corée. Ça, malheureusement, connaissant moi des gens dans les forces de police, dans les services de renseignement, me disent tous les signaux sont au rouge pour du vrai potentiel de guerre civile en Europe et en Amérique du Nord. Ça s'installe. Le troisième pilier qui manque, et il faut prier pour qu'il ne s'installe jamais, et s'il apparaît, il apparaîtra là, à mon sens, en mer de Chine méridionale, c'est un affrontement à haute intensité entre les deux grandes puissances hégémoniques que sont États-Unis et Chine. Pourquoi ça peut apparaître en mer de Chine du Sud? La mer de Chine du Sud, comme vous voyez, c'est la mer, vous comprenez que c'est la mer centrale en Asie. L'Asie a une caractéristique intéressante par rapport à l'Europe, qui est continentale, par rapport à l'Afrique, qui est un énorme bloc continental. C'est que l'Asie, en fait, est divisée en deux. Il y a une partie continentale et il y a une énorme partie espace maritime. Et la mer de Chine méridionale, c'est cette immense mer quasi intérieure, même si elle est ouverte sur l'océan Pacifique, et qui est la mer autour de laquelle s'organisent toutes les supply chains économiques. Tous les réseaux économiques sont organisés là. C'est la mer par laquelle il faut passer pour aller de l'Asie du Nord, où vous trouvez Chine, Corée, Japon et Taïwan, les 4 grands pays industrialisés, même post-industriels, et connecter avec le Moyen-Orient pour les hydrocarbures nécessaires à faire tourner l'industrie. Il faut passer par là. Donc quiconque contrôle cette mer peut bloquer le commerce. Alors, tous les pays riverains revendiquent une souveraineté sur la mer du Sud. On va commencer par le plus simple, la Chine, qui revendique. La Chine revendique, c'est la ligne en 9 traits, donc cette langue de bœuf là, avec les traits rouges, revendique la souveraineté, le contrôle sur l'intégralité de la mer de Chine du Sud. Alors sur quelle base? Sur des bases qui organisent, possèdent. Les Chinois, au XIIIe siècle, ont exploré cette zone et ont eu leur Marco Polo à eux, qui s'appelle l'amiral Zhang He,
qui était le grand amiral de la flotte impériale chinoise et qui est parti à la terre d'un immense flotte à la demande de l'empereur de Chine pour organiser commercialement cette région et aller explorer au-delà, vers l'océan Indien. La flotte de l'amiral Jean Creux serait, avec quasi certitude, arrivée jusqu'au Mozambique. C'est vraiment leur Marco Polo. Bon, malheureusement, les historiens disent aujourd'hui, il était probablement ouïghour, hein. C'était probablement un Chinois musulman. C'était pas de l'ethnie Han majoritaire, donc ça, les Chinois n'aiment pas l'entendre. Ils ont organisé dans cette région énormément de comptoirs commerciaux. Pour avoir vécu moi-même dans cette région, moi, c'est la Malaisie qui a été mon premier contact avec l'Asie, où je suis là en 1996. J'ai fait un stage d'été à l'ambassade de France en Malaisie, j'étais encore étudiant, et j'ai pu rencontrer des Chinois de Malaisie qui sont là-bas depuis des siècles et des siècles. Ce sont des descendants des marchands de cette époque. C'est les communautés Hakka, Hokkien, de Penang, de Malacca, beaucoup de Chinois de Singapour, et cetera. C'est pas des Chinois qui ont fui, le communisme de Mao. Ça, c'est des Chinois qui sont allés à Taïwan, qui ont fui le communisme de Mao. Et les Chinois que vous avez au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie, datent de ces époques-là et de l'époque coloniale britannique et coloniale portugaise. Et donc, sur le principe de on est allé organiser d'abord, avant qu'il y ait des grands sultanats musulmans en Malaisie, avant que l'Indonésie devienne hindoue, avant qu'elle ne devienne musulmane, c'était nous. Donc, on a quand même un argument historique, enfin. Et après, on commence à rentrer dans des justifications, alors là, beaucoup plus exotiques, on va dire. On a une justification traité historique. Au moment de la défaite du Japon, beaucoup de ces pays-là étaient occupés militairement par le Japon. Le Vietnam était occupé par le Japon. Les Philippines étaient occupées par le Japon. La Malaisie, qui n'était pas encore indépendante, et Singapour, pas encore indépendante du Royaume-Uni, occupée par le Japon. L'Indonésie, pas encore indépendante des Pays-Bas, occupée par le Japon. Seule la Thaïlande n'était pas occupée. Les accords de paix, signés en 1945 avec les Chinois, prévoyaient que la Chine devait avoir des possessions dans cette région-là. Et les Chinois disent, du fait de la guerre civile qui a eu lieu en Chine juste après la défaite japonaise, on ne nous a jamais donné ces terres. Mais nous, on veut que ces vieux traités soient respectés. Et alors, on a un argument alors là, qui est très exotique, mais qui a été avancé par des géologues pour soutenir la revendication chinoise. On est d'accord qu'en Chine, il y a des rivières. Jusque-là, on est d'accord, ils ont le droit d'avoir des rivières. On est d'accord que les rivières, ça charrie du bim. Vous voyez où on va. Des géologues chinois disent la mer de Chine du Sud, c'est tapissé de terre chinoise. La terre chinoise se déverse en mer de Chine du Sud chaque seconde. Donc en fait, la Chine avance. Donc notre zone économique exclusive devrait elle aussi progresser parce que, nom d'un chien, la rivière des Perles qui s'écoule à Hong Kong, Canton, Hong Kong et Macao, ça charrie du limon chinois, c'est de la terre chinoise aussi. Bon, nous, il faudrait qu'on solde avec les Britanniques la question des îles anglo-normandes, hein. C'est la Seine qui coule à côté, c'est de la terre française. Je suis désolé, les îles anglo-normandes, c'est français, point. Fin du débat. Donc ils avancent aussi ce type-là. Et naturellement, tous les pays riverains membres de l'ASEAN, Philippines, Vietnam, Malaisie, Sultanat du Brunei et Indonésie, eux aussi réclament, pas l'intégralité, mais là vous aurez les visuels et vous avez le détail de ce que ces pays réclament, eux aussi réclament une partie de souveraineté et de zone économique exclusive en Chine de mer Méridionale. Et naturellement, toutes les taches mauves que vous voyez, ce sont les dépôts d'hydrocarbures. Parce qu'il n'y a pas que de la dorade et du méron. Il y a de l'hydrocarbures et il y a du passage de porte-conteneurs et de pétroliers et de vraquiers et de gaziers qui doivent passer par là pour atteindre les marchés des nations post-industrielles, Chine, Corée, Taïwan, Japon. Donc c'est absolument stratégique, cette mer de Chine méridionale. L'ASEAN est totalement incapable de s'accorder entre membres, puisque vous voyez que tous ces pays-là sont membres de l'ASEAN à l'exception de la Chine, et ont des revendications opposées et contradictoires. L'ASEAN est un échec, est un immense échec de construction multilatérale, qui cherche aujourd'hui à se recréer. Je vais vous montrer comment à travers un accord de libre-échange, mais qui est dominé par la Chine. Donc l'ASEAN fait appel de plus en plus à la marine de guerre américaine,
à l'US Navy en demandant aux marins américains de venir montrer une présence pour garder les Chinois à distance. Rendez-vous compte que le Vietnam a invité, il y a 3 ans de ça, le porte-avions nucléaire américain, Ronald Reagan, à mouiller dans le port de Da Nang, invité officiellement par le gouvernement vietnamien. Ils ont juste combattu les Américains pendant 15 ans à peu près pour leur indépendance. Ils invitent un porte-avions nucléaire américain à venir mouiller dans le port de Da Nang pour montrer aux Chinois, vous voyez, on parle aux Américains. Les Philippins, qui ont une marine qui ne permet pas de confronter la marine chinoise, je vous rappelle, l'équivalent de la Royal Navy britannique chaque année en plus, font appel à l'US Navy régulièrement pour venir montrer une présence militaire. L'enjeu là, c'est la libre circulation de toutes les marchandises, de toutes les ressources naturelles et des hydrocarbures qui viennent du Moyen-Orient vers les pays qui en ont le besoin, à savoir le Japon, la Corée et la Chine. Un autre contentieux géopolitique, Corée du Nord, il ne faut pas l'oublier, lui, quand même, entre Corée du Sud et Japon. Alors, je mets des guillemets, la stratégie plus. On est d'accord que Kim Jong-un n'est pas fou. Mais il joue l'imprévisible. Il joue le pitbull qui a déjà mangé sa muselière et qui est en train de fuir, d'attaquer sa laisse et qui sera incontrôlable. Il joue l'imprévisible et il nous rappelle aujourd'hui, notamment du fait de la guerre en Ukraine et du conflit post-7 octobre à Gaza, que là, il faut s'occuper de lui. Il ne s'agira pas d'oublier qu'il y a le problème de la péninsule coréenne. Je vous rappelle que Corée du Sud et Corée du Nord sont toujours en état de guerre. Il n'a été signé qu'un cessez-le-feu en 1953. Ce qui est d'ailleurs un enseignement intéressant pour l'Ukraine. Ce qui nous pend au nez, c'est juste un cessez-le-feu en Ukraine. Les 2 pays toujours en guerre, donc avec la possibilité, le risque que ça reparte. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre officiellement. La Corée du Nord a probablement la 5e armée au monde, en nombre d'hommes, qui peut déverser ce qu'il fait déjà en Ukraine. Il a envoyé probablement 50 000 hommes combattre contre les Ukrainiens pour reprendre le contrôle de la région de Koursk, que les Ukrainiens avaient envahi en Russie. Une grosse partie des combats est faite par des soldats nord-coréens, d'après ce que j'entends. C'est pas concluant. Mais la stratégie de Kim Jong-un, c'est l'imprévisibilité. Et c'est la capacité de frapper où il l'entend. Aujourd'hui, la capacité de frapper l'île de Guam, qui est une immense base américaine, vous voyez, qui est quand même très loin de, de, de la Corée. Le Japon, qui est un immense porte-avions américain. Moi, pour être allé à Okinawa, j'allais de la ville principale de Nara vers un des plus beaux aquariums d'Asie qui est au nord de l'île. Vous avez à peu près 1 heure de route. Vous slalomez entre US Navy, US Air Force, US Marines, US Air Force, les F-15 qui décollent au-dessus de l'autoroute, les P-52 qui atterrissent, les F-22 qui décollent. Okinawa et le Japon en général est un immense porte-avions de militaires américains face à la Chine et la Corée du Nord. Donc ça fait du Japon une cible privilégiée pour les Nord-Coréens. Et aujourd'hui, ils leur voient régulièrement des missiles au-dessus de Tokyo. Ça va s'écraser dans l'océan Pacifique. Juste pour tester que les moteurs marchent bien. Donc là, on a un vrai problème. Et on a un autre problème, c'est que la Corée du Nord, jusqu'il n'y a pas longtemps, était vraiment le pitbull de la Chine. Pékin avait le contrôle. Aujourd'hui, on sent bien que Pékin a de moins en moins le contrôle. Il y a quelque chose de très inquiétant, jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans, et ça coïncide avec le début de la guerre en Ukraine. Quand la Corée du Nord tirait un missile, elle en informait Pékin, et Pékin informait Washington, ou vous direz à Tokyo. Ne s'inquiète pas, ça va passer au-dessus, mais il n'y a pas de tête nucléaire. Kim Jong-un n'informe plus Pékin. Et il parle maintenant directement à Vladimir Poutine. Donc, est-ce que la Chine a encore autant de contrôle sur la Corée du Nord? Il semblerait moins, et c'est inquiétant. Quand vous avez un pitbull qui a plus vraiment de maître, là, il faut commencer à s'inquiéter. Et enfin, on termine avec la grande problématique, la question de Taïwan.
J'aurais dû vous montrer alors là, des milliers de visuels. Je trouve que celui-là est intéressant, c'est l'évolution sur plusieurs années de la reconnaissance diplomatique par les pays du monde entier de lequel des 2 pays, République populaire de Chine, capitale Pékin, ou République de Chine, capitale Taipei, est la Chine. Parce qu'il y a une erreur qui a été faite, à mon avis, par tout le monde, on ne serait pas dans cette situation si on n'était pas parti sur ce principe. Tout le monde s'est mis d'accord, personne n'est d'accord pour dire qui est le meilleur régime, mais tout le monde s'est mis d'accord sur le fait qu'il y a eu une seule Chine. Le One China Policy, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord dans le monde. Et du coup, ça veut dire qu'il faut choisir lequel. Et ça, c'est l'évolution des reconnaissances diplomatiques. En bleu, on est en 1949, en haut à gauche. Vous avez les pays en bleu qui reconnaissent Taïwan comme la Chine. 49, c'est l'année où les nationalistes de Chiang Kai-shek perdent la guerre civile contre les communistes de Mao Tse-tung. Ils s'enfuient à Taïwan, ils déclarent la République de Chine, capitale Taipei, et Mao déclare la République populaire de Chine, capitale Pékin. En 49, la plupart des pays du monde, à part l'Union soviétique pour les anciens, reconnaissent les nationalistes qui ont perdu comme étant les représentants de la Chine. Ce qui est logique, puisque c'est jusqu'en 49 que le gouvernement chinois, c'est le gouvernement de la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek. C'est eux qui se sont battus contre les Japonais, fondés en 1911 par Sun Yat-sen. Donc c'est assez logique. Et vous voyez que, au fil des décennies, de moins en moins de pays reconnaissent Taïwan et on passe de plus en plus au rouge. Le rouge, c'est les pays qui reconnaissent la République populaire de Chine comme étant la Chine. Ben en bas, là, en bas à droite, là, c'est 2018. Ben, il faut une loupe pour trouver des pays en bleu. Je vais vous les donner. Hein. C'est le Paraguay. Reconnaît encore Taïwan. C'est le Vatican. Ben là, c'est pas une loupe, c'est un microscope qu'il faut pour trouver sur la carte. Le Vatican, par principe, reconnaît toutes les nations. C'est la République de Nauru, la République de Puao. C'est même plus la République dominicaine, qui a changé sa reconnaissance diplomatique il n'y a pas longtemps. C'est même plus le Panama. C'est même plus le Honduras. C'est même plus le Nicaragua. C'est même plus le El Salvador. C'est encore le Guatemala. Mais pour combien de temps? Vous avez moins de 10 pays dans le monde qui reconnaissent Taïwan comme étant la Chine. Et vous avez vu, hein, Palau, Nauru, pas pour manquer de respect, mais c'est pas avec ce type de soutien diplomatique que Taïwan va être. Donc quasiment plus personne ne reconnaît Taïwan. La problématique, c'est les investissements. Pourquoi le Honduras, comment la République dominicaine ont basculé? Ils ont dit, hein, nous, ça fait 10 ans qu'on demande des hôpitaux en Taïwan, c'est toujours pas construit. Les Chinois sont venus, t'en veux 10, je t'en fais 15. Et tu peux les payer. Par contre, juste un petit truc, hein, tant que j'y pense. Dans les petites annexes, là, il n'y a plus d'ambassade de Taïwan dans ta ville. Hein. Ça ferme, et une ambassade de République populaire de Chine. Et aux Nations Unies, tu reconnais pas Taïwan, tu reconnais la République populaire de Chine. C'est le petit détail, tu signes là, et dans un an, tu as tes hôpitaux. Donc la présidence du Honduras a dit, désolé, mais c'est très sympa, Taïwan, mais ouais, c'est les hôpitaux dont j'ai. Le Paraguay a fait basculer au moment du Covid. Le Paraguay, touché par une immense vague de Covid, comme le reste de l'Amérique latine, se voit proposer les vaccins Moderna par les US. C'était combien 18 $ la dose, ou je sais plus. On peut pas payer ça. Les Chinois disent, hey, nous, on a des vaccins Sinovac, Sinopharm. Je crois que c'était 6 ou 7 $ la dose. Et vous savez quoi? C'est cadeau. On vous envoie des avions, des palettes entières, c'est cadeau. Par contre, juste un petit truc, tant que j'y pense. Dans les petits paquets pour la... Non, on est d'accord. Hein. Il n'y a plus de Taïwan qui compte. Hein. Donc le Paraguay a appelé Washington, et on fait quoi? Parce que nous, les vaccins, il nous les faut. Là, les hôpitaux, on ne peut plus. Les Américains, Washington a appelé New Delhi. L'un est un des très gros producteurs de vaccins génériques. Et il produisait du Johnson Johnson générique et du Sputnik russe générique. Et ils ont fait des pieds et des mains pour que les Indiens inondent le Paraguay de génériques.
pour que le Paraguay n'ait pas à changer sa reconnaissance diplomatique. C'est passé à ça, hein. Prochaine crise sanitaire, le Paraguay change de fusil d'épaule. Ça tient à plus grand-chose maintenant, la reconnaissance officielle que Taïwan existe. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, pour moi, comme je vous ai dit, à mon avis, la Troisième Guerre mondiale va commencer en mer de Chine méridionale. Il vous reste ce qui est, à mon sens, la quasi-certitude que Taïwan va redevenir chinois. C'est une anomalie historique. C'est chinois depuis très longtemps. On est d'accord que l'empereur de Chine avait très peu de contrôle tant qu'il se faisait payer un tribut, ça lui allait, mais c'était sous domination chinoise. Ça va le redevenir. La question, c'est sous quelle modalité? Est-ce qu'il faudra passer par la guerre ou pas? Il y a suffisamment de scénarios qui nous permettent d'espérer, de manière très réaliste, qu'on ne soit pas obligé de passer par la guerre. Les Chinois peuvent subjuguer Taïwan. Ils le font déjà dans une large partie par la guerre de l'information, par leur influence sur les élections locales, par leur contrôle de la mafia chinoise à Taïwan, qui est quasi intégralement pro-réunification et qui est extrêmement puissante, la mafia chinoise à Taïwan, dans les élections locales. Ils achètent les voix pour le parti pro-réunification. Donc, il est probable que les Chinois n'aient pas besoin de bombarder Taïwan, d'envoyer des Marines pour envahir. Mais ça nécessite quand même qu'il n'y ait pas de panique côté américain. Et qu'il n'y ait pas de volonté du côté américain, de quelque administration que ce soit, de hâter un certain scénario. Taïwan, pourquoi les Chinois veulent Taïwan? Il y a trois raisons. Une raison historique, une raison géographique, une raison économique. Historiquement, ça a été à eux, Chinois un jour, Chinois toujours. Fin de la discussion. Deuxièmement, la géographie. Taïwan fait partie de ce qu'on appelle la première chaîne d'îles. Le chaîne d'îles, c'est cette chaîne d'îles archipel japonais, Taïwan, Philippines, Indonésie, qui encercle l'Asie continentale. Si la Chine veut pouvoir projeter sa force vers l'océan Pacifique, il faut passer dans ces détroits-là, et c'est tous des pays alliés des US. Donc pour casser cet encerclement par la première chaîne d'îles, il faut qu'une de ces îles-là appartienne à la Chine. Ils ne vont pas pouvoir annexer le Japon, ils ne vont pas pouvoir annexer les Philippines, ils n'ont pas l'intention d'annexer l'Indonésie, ils peuvent reprendre Taïwan. Et ça leur permettrait de casser cet encerclement. C'est la deuxième raison, la position géographique. Même s'il n'y avait rien à Taïwan, rien d'autre que du bon whisky et des ananas, il faut reprendre pour la géographie. Et la troisième raison, c'est la raison économique. Il n'y a pas que du bon whisky et des bons ananas. Il y a un truc qui s'appelle les semi-conducteurs. Il y a une entreprise qui s'appelle Taiwan Semiconductor Corporation, TSMC, qui est au point culminant de toute la chaîne de valeur des microprocesseurs. Les Américains ont un intérêt, permettre à TSMC de reproduire l'intégralité de sa capacité de production aux États-Unis. Comme ça, ils pourront abandonner Taïwan. Ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont ajouté en Arizona TSMC à reproduire toutes ces fonderies. Comme ça, quand ce sera reculé, on pourra laisser tomber Taïwan. Donc, ce qui est demandé par les Américains à Taïwan, c'est d'accepter de se saborder. Un white paper de stratège américain, qui date de l'année dernière du Pentagone, s'oppose ouvertement, officiellement aux Taïwanais de pratiquer ce que les Soviétiques et les Russes avant, les Soviétiques ont fait devant Hitler et ce que les Russes ont fait devant Napoléon. Pratiquez la terre brûlée. Détruisez vous-même votre île. Rendez-vous indésirable aux Chinois. Ah, vous êtes gentil. Donc, il faut s'attendre, si les Américains ne sont pas trop pressés, à ce type de scénario. Il faut l'espérer. Parce que l'alternative, c'est un conflit à haute intensité, du style Ukraine. Et là, les Américains ont perdu. Vraisemblablement. Tous les jeux de guerre qui ont été faits par des think tanks américains dont on peut pas accuser d'être défaitistes, de ne pas être patriotes, les meilleurs scénarios, l'armée américaine n'a plus de missiles, navires, longue distance au bout de 8 jours. Dans le meilleur scénario. Avec une marine chinoise, je me rappelle, Royal Navy en plus chaque année.
Au bout de 8 jours, les Américains n'ont plus de missiles anti-navires longue portée. Donc ça veut dire qu'un conflit à haute intensité, les Américains ne peuvent pas le mener aujourd'hui contre la Chine. Surtout qu'ils doivent aider Israël et qu'ils doivent peut-être encore aider un peu l'Ukraine. C'est pas possible. Je vais donner un exemple. Avant Noël, vous avez entendu parler de missile Tomahawk? Ce missile avec des ailes là, américains qui ont arrosé l'Irak pendant la deuxième guerre euh, contre Saddam Hussein, 500 km de portée, potentiel de charge nucléaire, qu'on lance depuis des sous-marins ou des navires de surface. C'est plus d'un an de fabrication à la main aux États-Unis. L'équivalent chinois, c'est 1 mois par des robots. Sachez que les Chinois, on le verra tout à l'heure, contrôlent les approvisionnements en ressources naturelles critiques nécessaires pour la fabrication des missiles. Mmh. Donc le jeu de l'affrontement haute intensité entre États-Unis et Chinois, c'est une défaite quasi assurée des États-Unis, d'après tous les scénarios qui ont été menés. Donc voilà dans quelle région vous allez aller dans quelques semaines. Donc c'est une région qui, même si elle est le moteur de l'économie mondiale, même si, comparativement à ce qui se passe au Moyen-Orient, à ce qui se passe en Europe de l'Est, peut paraître comme un havre de paix, c'est une région qui est travaillée par les conflits et c'est probablement là que démarrera une vraie troisième guerre mondiale, si elle doit avoir lieu, avec cette composante, ce troisième pilier, guerre à haute intensité. C'est vraisemblablement là. Les autres théâtres, ça va rester vraisemblablement des guerres par proxy. On va s'affronter par troisième pays intermédiaire. C'est une autre population qui va mourir pour nous. Là, c'est des soldats américains qui mourront contre des soldats chinois qui mourront. Bon, on va parler beaucoup plus d'économie et on va parler des rapports de force, heu, économiques, heu